ce que les gens font, ce que les investisseurs font, ce que les traders font, même les professionnels. Ils ont plutôt tendance à, ma foi, quand ils ont des lignes rouges, à les laisser, hein, en se disant, tant que j'ai pas vendu, j'ai rien perdu, hein, et en espérant que ça remonte. Hein. Donc l'investisseur n'aime pas, il n'aime pas concrétiser des pertes, hein, que ce soit au niveau des professionnels que des particuliers. Donc et au contraire, il aime bien prendre souvent des profits sur des titres dont il est en gain. Hein. Donc, vous voyez déjà que ça va avoir une implication au niveau des volumes. Hein. Dans les tendances haussières, là où, bien entendu, dans les tendances haussières, il y a en général plus de volume dans les tendances haussières qu'il y en a dans les tendances baissières, sauf dans certains cas que nous allons voir, parce que déjà au niveau de la psychologie de l'investisseur, on est davantage acheteur, hein, que vendeur à découvert. Hein. Le flux des ventes à découvert est relativement quand même faible par rapport aux achats fermes. Hein. C'est dans la nature, un peu la nature de l'investisseur. Donc le fait que l'investisseur n'aime pas concrétiser ses pertes, dans les tendances baissières, en tout cas au début, il pourrait y avoir une baisse sans qu'il y ait forcément de volume. Hein, voilà. On peut baisser. Hein, donc une baisse peut s'amorcer, peut débuter sans qu'il y ait forcément beaucoup de volume, hein, de par ce comportement boursier. Donc, les implications sur les volumes, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc les investisseurs ont une propension à couper rapidement les positions gagnantes, et au contraire, ils ont tendance à laisser courir les positions perdantes. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous faites du trading, de mettre des stop-loss, hein, pour couper vos pertes, hein, et ne pas être tenté d'attendre qu'un hypothétique rebond si vous êtes par exemple à l'achat, si vous avez été à l'achat. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Les volumes dans les... Alors là, c'était une partie, donc pour vous expliquer un petit peu les quelques règles de fonctionnement, hein, des investisseurs au niveau de leur comportement. C'est la version aux pertes, hein, que l'on va retrouver un petit peu plus loin. Et qui fait que, encore une fois, l'investisseur n'aime pas concrétiser ses pertes. Et au contraire, il aime bien prendre souvent des bénéfices. Hein. Le ressenti qu'il a est beaucoup plus fort quand il prend de multiples petits bénéfices que s'il prenait qu'un seul gros bénéfice, ce qui est tout à fait dissymétrique par rapport à ce qu'il ressent quand il est en perte. Alors, les volumes dans les tendances haussières, comment ça se passe? En général, il y a 3 phases au niveau des volumes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément 3 vagues. Hein. Là, je ne fais pas des vagues d'Elliott, bien qu'il puisse y avoir peut-être, qu'il puisse y avoir une certaine connexion. Non, là, c'est 3 phases. Donc là, je ne suis pas dans la théorie des vagues d'Elliott. Hein. D'abord, c'est après une période de baisse, après un bear market, après une phase de panique, hein, qui est la fin d'un bear market, qui peut être la fin d'un bear market, comment va s'amorcer la reprise derrière, hein? Voilà, il y a la fin de la baisse, les prix donc ont terminé de baisser, et le marché amorce son redressement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau des volumes? 2 cas possibles. Hein. Soit la reprise, enfin le mouvement de hausse
se fait dans des volumes relativement faibles, relativement stables, et ça se comprend, hein, puisque après une période de baisse, hein, les investisseurs ont perdu de l'argent, donc ils sont un peu échaudés et ne vont pas forcément se remettre sur le marché tout de suite. Hein. Il n'y a que les plus audacieux, ceux qui ont un risque, on va dire une aversion au risque la plus faible, qui vont commencer à prendre position. Donc il est normal qu'après un cycle, un bear market, le début d'une tendance haussière se fasse dans des volumes faibles. Ça n'est pas dramatique. Hein. On va le voir. Deuxième phase dans un cycle, on va dire dans un bull market, les volumes vont augmenter progressivement. Hein. Et troisième phase, comment sont les volumes ? Alors, dans plus de 80% des cas, les fins de tendance haussière sont configurées avec des volumes qui baissent. Voilà, c'est la dissymétrie, hein, enfin la dissymétrie la plus importante entre les tendances haussières sur les prix et les tendances baissières sur les prix également, qui, elles, se terminent très souvent par des phases de panique et donc par des volumes énormes. Bon, on va y revenir. Alors attention, quand je dis oui, une remarque importante, c'est ça ? Ouais, une remarque importante. Quand je parle de volume, quand on parle de volume, ce sont bien le nombre de titres échangés. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, ce ne sont pas les capitaux échangés. Quand vous regardez, alors sur les actions, ça ne pose pas de problème, mais sur les indices, par exemple l'indice CAC, on n'a pas c'est pas le volume qui est donné. Enfin, c'est pas le nombre de titres qui est donné. Hein. C'est les capitaux échangés, le chiffre d'affaires. C'est-à-dire donc le nombre de titres de l'indice multiplié par le prix de chacune des actions qui rentrent dans la composition de l'indice. Donc il y a un effet de biais. Hein. Donc il faut faire attention quand on s'intéresse au volume. Il faut prendre toujours le nombre de titres échangés, ou le nombre de contrats à terme, peu importe. Hein. Mais pas de chiffre d'affaires, pas de capitaux échangés. Hein. Un petit exemple, là, vous voyez, vous avez un titre qui monte. Hein. Et sur les capitaux échangés, le graphique à droite, vous avez une sensation que les volumes augmentent. Hein. La droite ici, c'est une droite de régression linéaire, hein, qui sera utilisée pour mesurer les tendances, mesurer les tendances sur les volumes. Donc sur les capitaux échangés, c'est normal. Les prix ont monté, ils sont passés de 30 à 100, donc le prix augmente. Donc forcément, les capitaux échangés vont monter. Hein. Mais ça ne veut pas dire que le nombre de titres échangés a augmenté. Hein. Donc ça, faut faire attention à ce genre de petits détails qui peut biaiser totalement l'analyse technique. Hein. Regardez ici, les capitaux échangés sont à la hausse, mais le nombre de titres, lui, c'est complètement différent. Hein. Voilà. Donc ça, c'était une remarque, parce que très souvent, les débutants font ce genre d'erreur quand ils analysent les volumes, notamment sur les indices, sur le CAC 40. Alors, il n'y a qu'un indice qui est donné avec le nombre de titres échangés, c'est le Dow Jones. C'est le seul indice où ce sont le nombre de titres échangés, hein, qui est donné et non les capitaux.
Alors, départ, alors bon, le départ, voilà, je cherchais la souris. Voilà, on a une tendance baissière ici. Alors oui, notre outil ici pour mesurer la pente au niveau des volumes, c'est pas, vous savez que le nombre de titres est représenté sous la forme d'un histogramme, hein, qu'on place en dessous du graphique des prix. Où est-ce qu'on va trouver ces volumes échangés en titres et pas en capitaux? Alors, ça dépend. Alors déjà pour les actions, ça pose pas de problème. C'est toujours le nombre de titres. Alors uniquement pour l'indice. Ça dépend de. Oui, pour le particulier, c'est un petit peu difficile. Donc moi, ce que je propose de faire pour voir ce qui se passe au niveau du volume, le volume est bien entendu une des clés, importantes, hein, pour l'analyse graphique. Hein, les relations prix et volume sont, on va dire même elles sont primordiales. C'est d'aller voir ce qui se passe sur le marché à terme, sur le contrat à terme. Et il y a une corrélation extrêmement forte entre le nombre de contrats à terme échangés sur le futur et le nombre de titres échangés sur l'indice cash au comptant. Après, si vous avez des plateformes comme Reuters, Bloomberg, ça, bon, ils peuvent permettre de donner. Alors, l'outil pour repérer la tendance au niveau des volumes, c'est la droite de régression linéaire. Ce n'est pas les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont plus utilisées pour voir que il y a un volume qui est supérieur à la moyenne au moment où un seuil technique est franchi, à la hausse ou à la baisse. On va utiliser les moyennes mobiles sur les volumes dans ce sens-là. Ça fait que quand une résistance est franchie, il faut qu'il y ait une augmentation du volume. Donc si les volumes sont au-dessus de leur moyenne historique, ou leur moyenne à 20 jours par exemple, en général, on utilise ça, là, ça vous confirme qu'il y a une augmentation de la demande. Ça vous indique qu'il y a une augmentation de la demande. L'augmentation des volumes, l'augmentation des prix, c'est une augmentation de la demande. Donc c'est un signe positif, un signe de force. Ça rend fiable le signal d'achat. Donc là, nous, on les analyse en tendance. Vous avez fait votre travail de chartiste auparavant, c'est-à-dire vous avez tracé une tendance sur les prix. Donc ici, par exemple, c'est un canal baissier. Et bien, vous allez faire la même chose, donc on va tracer de canaux sur les volumes. Vous allez prendre une droite de régression. Vous allez utiliser l'outil régression linéaire. Vous l'avez sur, par exemple, un logiciel très courant comme ProRealTime. Vous connaissez ProRealTime ? Oui. Voilà, dans ProRealTime, vous avez la régression linéaire, ce qui vous permet, ici, la barre sur les volumes, c'est pas au pifomètre, hein, c'est pas, je ne fais pas passer par des points hauts sur l'histogramme des volumes, non, je l'applique à un point d'entrée, un point de départ, un point de sortie, et je trace la régression linéaire et je vois si les volumes sont tendanciellement orientés soit à la hausse, soit à la baisse, soit il n'y a pas de tendance. Là, vous voyez qu'ils sont orientés à la hausse, alors que, bon, on aurait peut-être pu se poser des questions. Voilà. Donc, ne pas le faire haut, oui. Apparemment, sur le mouvement de baisse, vous utilisez principalement les chandeliers noirs. Et sur le mouvement de hausse, les chandeliers blancs. Voilà. Vous voulez dire au niveau des volumes ? Non, pour la tracer, c'est une ligne de tendance. Sur les volumes ? Oui. Ah non, je prends la totalité de la période. C'est-à-dire, voilà, là sur les prix, j'ai tracé un canal baissier. Oui. Au niveau de ce canal baissier, je l'ai tracé à ce moment-là.
je regarde comment sont orientés les volumes. Donc je vais tracer, j'ai pris appui sur ce point-là, le point haut, ce deuxième point ici. C'est mathématique alors là. C'est mathématique, il n'y a pas de subjectivité, c'est une droite de régression linéaire, c'est un outil statistique. Hein. Donc il n'y a pas de caractère subjectif. Hein. Il vous indique tendanciellement comment est la pente au niveau de l'évolution des volumes. Donc là c'est pour illustrer ce que je vous ai dit précédemment. Donc on est dans une tendance baissière où les volumes étaient importants, donc on accompagnait ici la tendance, et puis cette tendance baissière s'est retournée, hein, on sort par le haut du canal baissier, les prix montent, et je vais faire le même travail avec les volumes de transactions. J'ai placé ici la régression, la droite de régression linéaire, et je m'aperçois que cette droite de régression linéaire, elle est flat, alors que les prix montent. C'est normal après un cycle, après un bear market. Il est normal que les volumes soient relativement faibles et n'aient pas de tendance. Et au contraire, donc le fait qu'il ne soit que le marché monte en tendance, hein, avec des volumes relativement stables, relativement faibles, montre que notre marché n'est pas suracheté. Hein, et qu'il y a donc plein d'acheteurs potentiels qui pourront venir contribuer à alimenter à nouveau la tendance haussière. Hein. Alors là, je parle dans cet exposé des volumes sous la forme d'un histogramme avec la droite de régression linéaire, mais bon, ce qu'il faut évidemment regarder en plus, c'est le rapport de force qu'il y a à l'intérieur d'une tendance entre les volumes haussiers et les volumes baissiers. Mais ça, c'est autre chose. C'est par exemple un indicateur comme le on balance volume, hein, l'équilibre des volumes haussiers et des volumes baissiers. Donc, là, c'est simplement pour montrer comment évolue généralement en tendance l'histogramme des volumes. Voilà. Alors ça c'est la première, donc il est normal alors que au départ d'une tendance haussière, les volumes soient faibles. Quand la tendance haussière s'installe, là, les volumes seront en augmentation. Hein, ils vont augmenter les volumes tendanciellement. Hein, il y aura de plus en plus de volume. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène aussi, un autre comportement de l'investisseur, c'est le mimétisme. Hein. Le fait que, ma foi, ceux qui ne sont pas venus dans la première phase du cycle haussier se disent le marché a bien monté, je veux moi aussi participer à la fête et je me mets à acheter, etc. Hein. Et la hausse appelle la hausse. Et donc de plus en plus d'investisseurs vont venir sur le marché. Donc les volumes vont augmenter. Une autre explication également, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de l'aversion aux pertes, hein, c'est que dans les tendances, par exemple ici dans une tendance haussière, les gens vont en prendre plus facilement leurs gains, hein, des gains faibles, mais très souvent des gains. Parce qu'ils aiment bien ça. Les investisseurs, les traders aiment bien prendre plein de gains, des petits gains. Hein. Donc, le fait de prendre comme ça plein de bénéfices, ça fait évidemment, par un effet mécanique, monter également les volumes de transactions. Troisième phase, les fins de tendance haussière. Dans plus de 80% des cas, les fins de tendance haussière sont configurées, sont configurées de cette manière. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Par exemple ici, là, de avril à mai sur ce marché, les prix ont monté. Comment sont orientés les volumes? J'utilise la régression.
Hein, c'est l'objectif. Les volumes sont tendanciellement orientés à la hausse. Bon, le marché consolide, il baisse. Les volumes sont plus faibles, c'est ce qui caractérise les phases de consolidation dans un marché haussier. Et le marché repart à la hausse, mais là on s'aperçoit de quoi? Voilà, hein. Tendanciellement, les volumes sont orientés à la baisse. Voilà. Dans 80% des cas, les fins de tendance haussière sont configurées de cette manière-là. C'est peut-être le cas actuellement d'ailleurs sur l'indice CAC 40. Alors, pourquoi les volumes diminuent? Pourquoi il y a de moins en moins de transactions? Parce que déjà, à la fin d'une tendance haussière, il y a de moins en moins d'acheteurs potentiels. Hein? Au contraire, il y a de plus en plus de vendeurs potentiels. Hein? Là qu'on verra que les consensus haussiers sont très forts. Hein? Tout le monde pense que le marché va continuer à monter, etc. Plein d'indicateurs comme ça de sentiments de marché qui vous indiquent que celui-ci est dans une zone de surachat. Donc comme les acheteurs, il y en a de moins en moins, c'est eux qui, en quelque sorte, qui tiennent le marché en main. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dire non, moi j'achète pas à ce niveau-là. Je veux que les prix baissent. Donc vous, vendeurs, baissez vos prix. Hein. Mais les vendeurs, eux, ne sont pas encore prêts à accepter les revendications des acheteurs. Je parle comme si c'était dans un syndicat, mais le prix, hein, c'est un rapport de force entre des acheteurs et des vendeurs. Hein, il y a un rapport de force. Donc là, le rapport de force devient favorable aux acheteurs parce qu'il y en a de moins en moins. Donc ils peuvent faire le prix. C'est comme exactement sur le marché de l'immobilier. L'immobilier ancien. Hein, comme on a pu le voir, c'est par exemple en 2012 où les prix continuaient à grimper dans l'immobilier ancien à Paris intramuros, hein, alors que les transactions, elles, diminuaient. Hein. Il y a de moins en moins d'acheteurs. Les vendeurs n'étaient pas prêts à accepter les prétentions des acheteurs, donc ils préféraient retirer leur offre du marché. Hein. Et là, donc, pareil, hein, pour les marchés boursiers, les vendeurs n'acceptent pas l'offre des acheteurs, et donc ils vont retirer leur titre du marché, ce qui fait que les transactions diminuent. Et ça, c'est dans 80% des cas que les tendances haussières sont configurées de cette manière-là, que ce soit sur les actions, les indices boursiers bien entendu, mais également sur les taux d'intérêt, enfin, les obligations, les emprunts d'État, hein, sur les contrats à terme, sur les matières premières ou sur les devises également. Hein. Alors, sur les devises, c'est un petit peu plus compliqué parce que les volumes, comme c'est un marché de gré à gré, tout le monde n'a pas forcément accès au volume. Par contre, on a accès le plus grand marché à terme au monde sur le Forex, c'est à Chicago. Donc vous avez les contrats à terme sur l'euro-dollar et vous avez l'évolution du nombre de contrats à terme. Hein. Donc c'est un échantillon. Là, on utilise la théorie de l'échantillonnage. Et le marché à terme de Chicago est un très bien corrélé avec ce qui se passe au niveau mondial sur les marchés de gré à gré. Puisque les volumes sur les devises, on les a avec retard. Ce sont les banques centrales qui les recensent et on s'aperçoit qu'effectivement la corrélation est très forte entre les échanges de gré à gré sur les devises et ce qui se passe sur le marché à terme de Chicago. Donc on peut aller voir ce qui se passe au niveau des volumes sur les devises, sur les marchés à terme. C'est un bon indicateur, ça, hein. Et le raisonnement sera le même, hein, voilà, que sur les actions. Alors, donc voilà, c'est assez simple. Hein. Donc la deuxième partie, c'est comment sont cette fois-ci les volumes dans les tendances baissières. Alors à votre avis, comment seront les volumes dans les tendances baissières? On l'a tout de suite sorti.
graphique, là. On l'a vu, là. Ça se voit, on voit que les volumes augmentent beaucoup au début de la baisse. Sur le graphique à vous, là. Ah oui, pardon, sur la fin, Oui. tout à fait. Voilà. Quand on sort, de toute manière, c'est quand on sort d'une figure chartiste, hein, par le haut ou par le bas, la condition, encore une fois, c'est une augmentation du volume. Hein. Là, on a effectivement le départ, des volumes, dans ce cas-là, des volumes qui augmentent. Tout à fait. C'est donc dû à une augmentation de l'offre. Les prix baissent, les volumes augmentent, c'est l'offre qui augmente. Et donc ça, c'est pas un bon signe. Hein. Quand l'offre augmente, c'est-à-dire que des anticipations baissières se mettent en place sur le marché. Et on peut s'attendre à ce que le marché baisse durablement. Hein. La tendance baissière qui va se mettre en place à la suite d'une telle configuration a toutes les chances de se poursuivre, hein, et d'être forte. Vous voyez par exemple ici, ici là, dans cette phase entre mai et juin, vous avez une petite tendance baissière sur les prix. Mais au niveau des volumes, quand les prix commencent à baisser, les volumes sont... Oui, ils sont même plutôt en légère décroissance. Hein. C'est ça, c'est ce qui caractérise les phases de consolidation. Dans une tendance haussière, quand les volumes baissent, hein, quand les prix baissent et que les volumes baissent, c'est que c'est simplement une phase de consolidation. Donc le marché devrait repartir à la hausse. Hein. Par contre, quand dans une tendance haussière, les volumes, donc les prix se mettent à baisser avec ici des volumes qui augmentent fortement, ça y est, on est maintenant on entre dans un marché baissier. Alors ce marché baissier, il pourra avoir, donc là aussi, alors il n'a pas 3 phases en général, il a plutôt 2 phases. Alors c'est soit ce cas-là, c'est un peu le cas précédent, c'est-à-dire que quand votre tendance haussière se retourne, les volumes se mettent à augmenter, tendanciellement. Soit alors, ce cas-là, du fait de cette aversion au risque, aversion aux pertes, le support ici est enfoncé, les prix baissent, les volumes sont relativement stables. Et ce n'est que par la suite qu'ils augmentent. Donc 2 cas de figure, comme on l'a aussi également dans le départ